Sunday Night Production. Le vélo se passe bien. Sur la fin, tu as un très long faux plat descendant d'une trentaine de kilomètres où là, tu prends presque 75 km/h. Tu es sous la pluie. Là, je commence à être grisé un peu, peut-être aussi par tout le sucre que j'ai mangé, clairement. Et là, si tu veux, je suis sur les prolongateurs, en train de dévisser une pomme-pote. Et là, à 70 km/h, il y a un dos d'âne qui arrive et je me fais doubler par un camping-car. Et je me dis, oulala. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Jean de Villeneuve aujourd'hui. Bonjour Jean. Salut Arnaud. Écoute, je suis très heureux de pouvoir te retrouver, te rencontrer à nouveau, puisqu'on s'est la dernière fois où on s'est vu, c'était au sommet du Mont Ventoux, même si on a échangé régulièrement. En tout cas, je suis ravi de te retrouver, que tu nous partages ton histoire à travers le Norseman, le fameux Norseman. On va en parler, expliquer ce que c'est, expliquer comment tu t'es préparé, expliquer ce que ça t'a apporté. En tout cas, bienvenue Jean sur le podcast Ultra Talk. Je sais que tu es également un fidèle auditeur. Donc c'est super cool qu'une personne qui écoute toutes ces histoires extraordinaires que je partage depuis quasiment 5 ans, partage aussi sa propre histoire. Donc déjà un grand merci pour le temps que tu y consacres et bravo pour ce que tu as réalisé. Mais comme je le fais à chaque fois et tu dois être habitué, la première question que je vais te poser Jean, c'est est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Salut. Merci pour cette opportunité. Ravi de pouvoir enregistrer ce podcast avec toi. Je m'appelle Jean, j'ai 37 ans. Je vis dans le sud de la France, à côté de Montpellier, à Agde. Je suis marié, j'ai pas encore d'enfant, et je suis dirigeant d'entreprise, une entreprise qui est basée en Belgique et en France, dans le secteur de la formation. Et puis je suis un peu sportif, plutôt longue distance, un peu amateur et en intérim, on va dire, surtout parce que j'ai pas toujours le temps de préparer des courses, mais quand je le fais, on essaye que ça se passe bien. Bon, tu vas nous expliquer tout ça déjà. Là, c'est une présentation, effectivement, on imagine un emploi du temps bien chargé parce que quand on fait du long, forcément, ça nécessite du temps dans sa préparation, donc une organisation très rigoureuse, très méticuleuse et surtout beaucoup d'anticipation parce que c'est souvent comme ça qu'on réussit les projets. C'est pas en se disant tiens dans 2 mois je vais faire le Norseman ou un projet longue distance, mais c'est des mois voire des années à l'avance et c'est comme ça qu'on décortique par rétro-planning sa préparation pour arriver le jour J au meilleur de sa forme tout en ayant si possible, et ça c'est aussi un vrai challenge, une vie équilibrée à côté. Alors, on va rentrer dans le projet que j'ai souhaité que tu nous partages, le Norseman, mais avant toute chose, ça parle peut-être pas à tout le monde. Qu'est-ce que le Norseman ? Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, Jean, qu'est-ce que le Norseman Xterm Triathlon, qu'on appelle plus communément le Norseman Triathlon, connu sous le nom de Norseman. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est ? Ouais, alors le Northman, c'est un triathlon longue distance, donc format Ironman. Donc il y a 3,8 km de natation, 180 km de vélo et les 42 km, le marathon de course à pied. Et ça fait 20 ans que ça existe maintenant. C'est en Norvège, en plein milieu de la Norvège. Et la particularité de ce triathlon, c'est qu'on dit que c'est un des triathlons les plus durs du monde parce que les conditions météorologiques et le profil de la course sont assez extrêmes. Donc sur la natation, tu nages dans un fjord, dans une eau qui est entre 12 et 16 degrés. Tu pars de nuit à 5 heures du matin en sautant d'un ferry au milieu du fjord. Le vélo est un parcours assez engagé puisqu'il y a 3500 mètres de dénivelé positif avec une 5 cols et le reste, c'est des plats descendants assez roulants. Et puis le finish, la course à pied, elle est très particulière aussi parce qu'il y a 42 km, mais en fait, tu pars de 0 mètre d'altitude pour monter au Gaustatoppen, qui est le deuxième sommet le plus haut de Norvège. Et donc, tu as un parcours avec 4 sections de course à pied, on y reviendra peut-être, qui sont assez particulières. Et la course est aussi mythique parce que il y a très peu de participants, c'est un tirage au sort. Et en plus du tirage au sort, une fois que tu participes à la course, les conditions climatiques, techniques pour organiser la course fait qu'en fait, tu n'as que les 160 premiers sur les 300, 350 participants qui ont la possibilité de terminer la course en haut de la montagne. Et cette petite nuance-là, ils l'ont créée en donnant un t-shirt noir aux 160 premiers finishers ou un t-shirt blanc pour le reste des finishers.
Et ça a créé un peu le mythe. Et donc, quand tu prépares le Northman et que tu fais le Northman, tu as non seulement envie de finir la course, mais aussi envie d'être dans les 160 premiers pour avoir le fameux t-shirt noir. Bah, c'est une super présentation. C'est vrai que tu as été hyper, hyper clair dans ta présentation, donc j'ai rien à rajouter sur ce que j'avais préparé sur le Northman. Je pense que les gens ont bien compris, mais on va revenir en détail hein, sur comment toi tu l'as abordé physiquement, mentalement, avec ce départ de ferry juste déjà hyper impressionnant de nuit où tu te jettes dans une eau noire, sombre, au milieu du fjord, effectivement à 12 degrés, donc je vous laisse imaginer. Mais revenons un petit peu en arrière, Jean, c'est pour en arriver là, c'est-à-dire pour que tu sois au départ de ce Northman, quel a été ton parcours sportif auparavant? Qu'est-ce qui t'a amené à être là ce jour-là? Le hasard d'un tirage au sort. Alors, je reformule ma question. Qu'est-ce qui t'a amené à postuler au tirage au sort? Qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à appuyer sur le bouton valider ma candidature ou alors envoyer un email? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ça ce jour-là? Si on remonte un peu en arrière, moi, j'étais pas du tout sportif quand j'étais plus jeune. Je me suis vraiment mis au sport qu'à 30 ans. Je vivais en Chine à l'époque et j'avais une hygiène de vie qui était pas hyper saine. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de fumer et que je me mette un peu au sport. Et je me suis mis au sport un peu par hasard parce qu'en fait, il y avait un triathlon qui était organisé par Jenson Button, le pilote de Formule 1. Je sais pas si tu vois qui c'est, qui est un des sportifs que j'admire le plus. Et j'ai eu la possibilité en fait de faire ce triathlon avec lui. C'était une histoire absolument rocambolesque. Et du coup, je me suis mis au sport et à ces trois sports pour pouvoir participer à ce triathlon. Raconte-nous cette anecdote. Écoute, c'était un peu particulier, mais j'ai une amie qui le connaît et qui me dit Jenson Button organise un triathlon à Derby dans le nord de l'Angleterre. J'habitais à Londres à l'époque et elle me dit je vais le faire. Elle a été un peu sportive, elle s'appelle Zolika et elle me dit si tu veux, tu peux venir avec moi. Et moi je lui dis écoute, j'ai jamais fait de triathlon. Je sais nager, mais c'est tout, quoi. Et donc, c'était 3 mois avant, et je me dis, bon, je vais m'entraîner un petit peu. Je m'inscris, et c'était une formule super sympa, c'était un double sprint. Donc, en fait, c'était une journée de fête, un peu le dimanche, et c'était des distances assez courtes, donc c'était assez abordable. Mais j'avais rien, j'avais pas de matos. Je suis allé louer une combi parce que c'était dans de l'eau hyper froide, et je me retrouve, en fait, dans le groupe de l'organisation avec Jenson Button, qui était un peu mon héros d'enfance, tu vois, champion du monde de Formule 1. Voilà, c'était ma question, qu'on précise bien de qui on parle, effectivement. Jason Button, champion du monde de Formule 1 en 2009. Ouais, exactement. Champion du monde de Formule 1 en 2009 et lui-même ultra sportif, grand fan de triathlon. Il avait monté toute une team de triathlon avec ses copains et pour son association, le Jenson Button Trust, il avait créé un triathlon, une espèce d'événement de charité. Et donc du coup, je m'inscris sur cette course, un peu sans trop savoir à quoi m'attendre. J'avais pas de vélo de course, donc j'ai fait le triathlon avec un fixie que j'avais acheté en Chine. Donc déjà, les mecs, ils m'ont vu arriver dans le parc à vélo. J'avais aucune idée de comment tout se faisait. Ils se sont bien foutus de ma gueule. J'avais 20 kilomètres à faire en fixie. J'étais pas du tout préparé. Je l'ai fait avec un autre copain qui était pas du tout préparé. Et on commence à s'équiper. On met la combi de natation. Et en fait, mon pote la met, tu sais, il la zip par devant là et dit à Jenson Button, attends, je comprends pas, j'arrive pas à la fermer. C'est quoi ce truc? Alors qu'en fait, évidemment, tout le monde se fout de notre gueule parce que il fallait la fermer par derrière. Et je me retrouve dans l'eau au départ de cette course avec à côté de moi Jenson Button qui part, évidemment, lui qui fait un résultat incroyable. Et ça m'a donné vraiment ce que j'ai beaucoup aimé dans le triathlon, c'est ce côté tu prépares cette course, tu es seul face à ton effort. Parce que clairement, à mon niveau, tu joues jamais la gagne, même si tu es beaucoup entraîné. Mais par contre, tu te fixes un peu un objectif personnel. Et donc, tu es seul face à ta course et en même temps, tu es entouré de gens qui partagent cette même problématique. Donc ça m'a vachement plu. Je l'ai refait l'année d'après, un peu plus préparé, là, avec un meilleur vélo. Je suis tombé, j'ai mis le doigt dedans et du coup, j'ai acheté un peu de matos. Et puis, j'ai fait pas mal de triathlon quand je vivais à Londres, toujours plutôt des courtes distances ou des premières distances qu'on appelle Half Ironman. Et puis, j'ai redéménagé en France. Et lorsque j'ai redéménagé en France, c'est là où j'ai pris la décision de m'inscrire sur le format Ironman. Et donc, je me suis inscrit à l'Ironman de Nice en 2018. Pour la petite histoire, entre l'Angleterre et la France, avec ma femme, on a décidé de faire un voyage pendant 9 mois. On a traversé
le continent américain en voiture de Alaska jusqu'à Ushuaia. Ah, génial. Et moi, il était toujours prévu que je rebosse en fait pour la boîte pour laquelle je bossais avant. Et je savais qu'en revenant à Paris, j'avais jamais travaillé en France, j'allais me retrouver dans un environnement un peu corpo. Après ces 9 mois incroyables de voyage, j'avais besoin aussi de me remettre une discipline. Et donc, quand j'ai signé mon nouveau contrat de travail, j'étais au Salar de Uyuni en Bolivie, en plein milieu du Salar, et j'avais du réseau. Et donc, j'ai signé mon contrat de travail à distance. Et dans la foulée, je me suis dit, il faut que je me mette un truc, et je me suis inscrit à l'Ironman de Nice. Donc, si tu veux, entre 2015 et 2018, j'ai fait la progression super classique, quoi. Tu pars sur des petites distances, tu progresses. Je me suis toujours entraîné un peu tout seul. Et puis à la fin de Nice, on pourra revenir sur Nice si tu veux, mais à la fin de l'Ironman que j'ai fini, ça s'est super bien passé, mais je m'étais entraîné tout seul. J'ai promis à ma femme que j'arrêtais les entraînements longue distance et les courses longue distance parce que c'était assez prenant et j'avais du mal à tout gérer en même temps. Mais le joker qu'on avait dit, c'était le Norseman, parce qu'en fait, tu as ce reportage que tu as peut-être vu qui a été fait par Intérieur Sport. Bien sûr, qui a fait exploser d'ailleurs la connaissance. Exactement. C'est là où beaucoup de Français ont découvert cet événement. Hein. Bah en fait, si tu veux, quand tu vois ce truc-là, tu peux pas t'empêcher de pleurer au sommet, d'avoir envie de le faire. Enfin, si t'aimes le triathlon, ça Tout comme la participe Barclay. complètement au mythe. Tout comme la Barclay a été Exactement. la connaissance de cette épreuve et le développement en France, en tout cas, ça a été Intérieur Sport qui l'a mise en avant. Mais je pense que ils sont assez forts pour mettre en avant ces petits événements un peu intimistes et ils arrivent à retranscrire l'émotion que procure ça. D'ailleurs, je sais pas si peut-être un jour il y aura un Intérieur Sport sur la RAF, mais je pense qu'il y aurait des belles images à faire, clairement. Tu me fais rêver là, tu me fais rêver. Mais oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors on est en contact depuis de nombreuses années avec les deux journalistes d'Intérieur Sport. Après, c'est quelque chose qui s'anticipe, il faut qu'ils trouvent le bon angle. Mais en tout cas, oui, ce type d'épreuve, tu connais, hein, tu sais ce que c'est, génère des histoires, des aventures. Enfin voilà, c'est 10 jours à travers la France sur ton vélo, par tous les temps. Donc oui, ça génère beaucoup d'émotions. Mais avant qu'on rentre toujours dans le qu'est-ce qui t'a amené au Norseman, parle-nous de cette traversée de l'Amérique, de l'Alaska jusqu'à Ushuaia en voiture. C'était quoi ? Chaque jour était schedulé ? C'était au fil de l'eau, en fonction de là où tu es, au moment où il faut réserver un hôtel, que tu décides de là où tu t'arrêtes. Comment s'est fait C'était quoi l'objectif de cette parenthèse d'une année ? Ouais, l'objectif, tu l'as bien décrit, c'était clairement une parenthèse. On avait été expatriés avec ma femme Elsa pendant presque 10 ans et on savait qu'on allait rentrer en France pour des projets professionnels respectifs. Et donc, on avait envie de s'accorder un peu cette parenthèse. On a réfléchi à faire du backpack dans pas mal de pays, mais on avait déjà eu la chance de beaucoup voyager en Asie et on aimait beaucoup tout ce qui était road trip. J'aime bien les bagnoles aussi. Et donc, on a découvert en fait cette route mythique qui s'appelle la Panaméricaine, qui est vraiment une route qui part en fait de Ushuaia jusqu'à l'Alaska ou Alaska-Ushuaia. Ça dépend dans quel sens tu le fais. Et on a eu ce projet un peu fou de se dire, on achète un 4x4, on met une tente de toit sur le toit, on essaye en full autonomie, on envoie la bagnole sur le continent et on fait toute cette traversée. Moi, j'aime bien organiser les choses, je suis un peu méticuleux. Donc les premières semaines, tout était calculé au kilomètre près. Un jour, il fallait être là. Et puis en fait, j'arrivais pas à vraiment profiter du moment parce que tu pensais un peu toujours à l'après et au bout de quelques semaines, on a dit OK, bon, on sait que dans 9 mois, de toutes les manières, on doit être à Ushuaia parce que moi, je recommençais aussi un nouveau boulot, mais prenons le temps et laissons-nous porter aussi par les rencontres, par les différentes destinations qu'on peut voir et ce qu'on a envie de faire. Et c'est là où on a vécu un voyage extraordinaire. Tu vois, on a fait 46 000 kilomètres, on a traversé 18 pays. Et on a fait des rencontres exceptionnelles. Je te cache pas que ça a été un peu dur de retourner après à la vie normale et on le refera un jour. On a gardé la voiture, on a ramené la voiture en France. C'est ma voiture de tous les jours dans le sud. Et on repartira un jour, j'espère, en Afrique à une autre période de notre vie. Mais avoir pu goûter à ça, c'était assez dingue. Et du coup, moi, j'avais mes chaussures pour courir. Je courais déjà un petit peu et j'ai enregistré sur Strava. Alors, pas super bien fait sur Strava. Je trouve que tu peux pas trop chercher les runs que tu as fait. Ça défile un peu, mais j'ai essayé de dans chaque pays, à chaque endroit, essayer de courir un peu à chaque fois. J'ai même couru en Antarctique et de documenter les choses parce que c'était une chance incroyable, tu vois, de pouvoir découvrir des spots avec une paire de baskets. C'était assez dingue. Ah bah, en plus, oui, tous les pays. Alors, c'est vrai que la Bolivie, moi, j'ai un contact là-bas qui m'attend pour aller faire une nouvelle aventure sur les hauts plateaux et notamment le désert de sel blanc. Très clairement, où les images sont fabuleuses. Donc, et puis traverser un continent du nord au sud et te laisser porter au fil de l'eau, forcément les rencontres,
Et je pense que ça doit remettre énormément l'église au centre du village, comme on dit. Apporter beaucoup d'humilité pour te lancer dans une nouvelle aventure, mais en même temps, je pense que tu as toujours parfois encore un peu l'esprit, même si le physique est ici, l'esprit est parfois probablement encore un peu là-bas, tellement ce sont des aventures qui te marquent. Donc il y a cette parenthèse, tu reviens, tu décides de te lancer sur Ironman, donc tu fais Nice. Ouais, donc là aussi c'est une je m'inscris préparation. sur Nice. Voilà, là aussi c'est toute une préparation, un objectif. Nice, j'ai eu plusieurs invités sur le podcast qui nous parlent à chaque fois très bien de cet Ironman comme générateur d'émotions très très intenses. À chaque fois, je pense à Constance Marle, une des toutes premières invitées du podcast, donc il y a probablement 3 ans et demi ou 4 ans, qui nous avait tellement bien parlé de l'Ironman de Nice qu'elle s'était fixée comme objectif avec beaucoup beaucoup d'émotions. Et depuis, j'ai effectivement de nombreux invités qui l'ont fait. Et puis derrière, il y a aussi Race Cross France. Hein. Moi, je me souviens de ta participation et de ton arrivée au sommet du Ventoux quand l'épreuve partait du sud et remontait vers le nord. Donc, il y a eu ça également. Et qu'est-ce qui a fait justement que, en tant que triathlète, tu te lances ce défi de Race Cross France ? Bah en fait, donc après l'Ironman, j'ai dit à ma femme, ok, je mets en pause les Ironman longue distance parce que c'est vraiment trop prenant, tu vois, de s'entraîner 10 heures par semaine, c'est compliqué pour moi. Et puis j'avais envie de progresser. En fait, moi, j'avais jamais fait de cycle, j'avais vraiment fait d'entraînement cycliste. Donc je me suis dit, je vais continuer à faire des courses un peu plus courtes, mais d'essayer de progresser sur chaque discipline. Et puis le confinement arrive. Je crois que je suis le dernier à avoir acheté le dernier home trainer sur Alltrix, genre la veille du confinement. Et je découvre le home trainer, ce que c'est que d'être toute la journée à la maison. Et du coup, je commence à faire pas mal de home trainer. Tu en sais quelque chose puisque je me suis greffé à votre groupe. Oui. C'était quoi? C'était Telegram, je crois, où ça roulait sur Zwift et puis ça se parlait Alors, on sur faisait Telegram. Zwift et on faisait effectivement la voix Discord. sur Discord. C'était sur Ouais. Discord, effectivement. Pendant le confinement, on trouvait tous des solutions. Hein, et donc, on organisait des rides, Race Cross justement, qui avaient lieu les week-ends ou en soirée. Et puis, on échangeait sur le parcours, sur les infos. Mais c'était vraiment bien. Hein. Peut-être qu'on le remettra au goût du jour cet hiver. Hein, mais effectivement, vous avez des meet-ups sur Zwift associés à Discord sur la voix pour qu'on puisse tous partager. Exact. Mais c'était incroyable parce que tu te retrouvais avec des gens, tu avais des gens de très haut niveau, des gens qui avaient gagné la RAF, et moi je vous entendais parler, tu vois, de stratégie, de trucs, de machin, je comprenais pas la moitié de ce que vous disiez, mais ça m'a vraiment, du coup, pour revenir à ta question, donné envie de faire la RAF, de vivre cette expérience. Du coup, je me suis inscrit avec Pierre-François, un pote, pour la faire tous les deux. On avait hésité entre la 300 et la 500. Tu m'avais conseillé la 500. Finalement, on a joué petit bras, on a fait la 300. Je le regrette un peu. Et moi, j'avais surtout vraiment très envie de me frotter, en fait, au manque de sommeil. C'est ça qui m'avait un peu fasciné. C'est pour ça que moi, je trouve que les triathlons longue distance ou Ironman, c'est de la longue distance, c'est pas de l'ultra, quoi. Tu vois, parce que je trouve que, enfin, après, chacun a sa définition de l'ultra. C'est de la longue C'est un gros distance. débat. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que de l'ultra? C'est tout dépend où tu vas demander à tous les organisateurs, même les participants d'ultra cyclisme, en leur demandant une définition de l'ultra, tu auras probablement autant de réponses différentes que de questions que tu as posées. Mais après, c'est vrai que ce qu'il faut se dire, c'est que le 300, pour les gens qui nous écoutent et qui font du triathlon de la longue distance, un Ironman, tu dois le terminer en 16 heures. Ce qu'il faut te dire, c'est que 16 heures, c'est le temps moyen que mettent les participants sur un 300 km de Race Cross France. Donc voilà, en termes de durée d'épreuve, les gens qui nous écoutent, qui font un Ironman et qui sont éventuellement tentés par la longue distance, dites-vous bien que c'est des choses qui sont possibles de faire un 300 km, même si on donne un délai de 24 heures, et très peu de personnes sont hors délai, hein, très clairement. Après, tout dépend de la difficulté des parcours, mais la durée moyenne est autour de 16 heures aussi sur un 300 km. Et effectivement, après, tu te confrontes à la nuit quand tu es sur 500 km, et le sommeil, la fatigue... voilà, même si sur 300 km, tout dépend à quelle heure on avait fixé les départs, parce que tu as quand même, en 24 heures, tu as quand même une nuit à faire. Hein, voilà. Donc il y a le manque de sommeil qui est intéressant. Et quels ont été tes ressentis par rapport à ça, toi qui venais chercher justement une relation avec la privation de sommeil? Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré le format de la course que je recommande vraiment à tout le monde. C'était hyper convivial. L'orga était top. Les bases de vie là en bas du Mont Ventoux étaient dingo. On a dormi un peu. Nous, je crois qu'on a mis genre 21 heures, donc 16 heures. On était un peu voilà. On a pris un peu notre temps. En plus, moi, j'ai eu un petit accident de nuit
Donc ça m'a un peu refroidi, je t'avoue. Mais la dernière montée du Mont Ventoux, quand t'as presque 20 heures de vélo dans les pattes et t'as pas du tout l'expérience, c'était costaud. Mais moi j'ai adoré ce format-là. J'ai adoré le partager avec quelqu'un. Je trouve que en première fois c'était sympa. Je me souviens, je t'avais demandé un peu à l'époque si on pouvait le faire. Évidemment, c'était assez ouvert. On n'a pas roulé en peloton, tu vois. Comme on n'était pas là pour faire un résultat, mais c'était agréable de partager ça aussi avec un pote. Et je t'avoue que j'aurais aimé le refaire et je le referai peut-être un jour. Si je suis très honnête avec toi, je trouve que le risque du vélo aujourd'hui, voilà, je l'ai vécu aussi à l'entraînement, tu vois, là pour le Northman. Tu refais des sorties longues. Moi, je suis dans une région en plus dans le sud de la France où il y a beaucoup de touristes l'été. Je trouve que les voitures respectent pas du tout. Ouais, ça circule, Ça circule effectivement. beaucoup. Je sais pas si tu l'as vécu. J'ai vu que tu étais en Espagne la semaine dernière à Gérone et que tu avais fait un ride. Et Exact. j'ai eu la chance de rouler en Espagne. J'ai le sentiment qu'il y a il y a un respect beaucoup plus grand de la route Alors, je pense que c'est des voitures en culturel. Espagne. Ouais, je pense que c'est culturel. On a, tu sais, alors le format depuis que tu l'as fait sur le 300 km a énormément évolué. Alors déjà le sens a changé. Il y a beaucoup plus de bases de vie justement pour apporter plus de sécurité aux participants. On a en place un PC sécurité, un poste de gestion opérationnelle qui nous permet justement d'avoir en temps réel les informations sur tous les participants et ils peuvent nous joindre à tout moment. Donc on peut gérer une prise en charge de secours et d'évacuation. Ou donner de l'information ou neutraliser une épreuve et on s'assure jusqu'à ce que le dernier participant soit à l'abri. Encore cette année, on a eu des orages et on a neutralisé l'épreuve pendant 12 heures et on s'est assuré que tous les participants soient à l'abri. On vérifie ça par GPS et en étant en contact avec eux. Donc ça a évolué beaucoup. Après, avec ce poste opérationnel, ça nous permet de voir en fonction, puisqu'on organise plusieurs épreuves dans 3 pays différents. J'aimerais développer l'Espagne et le Portugal, hein, je l'annonce, les gens qui nous écoutent, qui ont des capacités à organiser des événements et qui, écoutez, avec grand plaisir pour nous accompagner sur développer l'Espagne et le Portugal, très clairement, et c'est d'autres pays d'ailleurs. Mais tu vois, en Suisse, par exemple, on a eu très très peu d'appels des participants. Avec 0 évacuation, une relation, je crois, en mise en relation avec un médecin, alors que sur Belgique, un peu plus, Paris, beaucoup plus. Donc je pense que c'est aussi culturel. C'est aussi culturel. Mais c'est aussi pour ça, et au moment où je te parle, les gens ne le savent pas, donc je vais t'annoncer une exclue. Mais maintenant, au moment où l'épisode va être diffusé, on aura communiqué sur ça, mais l'année prochaine, donc en 2024, on lance le gravel. C'est-à-dire que sur toutes les épreuves de Race Cross, Race Cross Belgique, Race Cross Switzerland, Race Cross Paris, il y aura 3 distances de gravel, 50, 100 et 200. Donc tu pourras venir te challenger aussi sur le gravel et après, si tu as la route, tu auras le 300, le 500 et le 1000. Donc comme ça, on ouvre une palette un peu plus importante pour donner aussi une réponse aux gens qui nous sollicitent, parce qu'on était sollicités depuis un petit moment en disant « mais pourquoi vous ne faites pas le gravel ?» Il y a un temps pour tout, hein. Il faut déjà lancer le concept, le stabiliser et puis ensuite le faire évoluer. Donc c'est ce qu'on fait là. Mais je peux comprendre ton ressenti, on a aussi ce retour-là. Donc je pense que c'est une question de cohabitation aussi sur la route. Les gens sont très peu patients, notamment les week-ends. Les ronds-points sont très dangereux. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'accidents. Alors, il faudrait essayer de comprendre pourquoi en détaillant peut-être un peu plus, mais il y a beaucoup d'accidents au rond-point. C'est assez paradoxal parce que quand un cycliste rentre dans un rond-point, on se dit qu'il va regarder à gauche, notamment parce que ça vient de la gauche, pour rentrer en sécurité dans le rond-point. Malgré tout, il y a beaucoup d'accidents dans les ronds-points. Donc ça reste à étudier. Mais je peux comprendre quand tu fais du long, forcément tu passes de nombreuses heures sur la selle et donc tu t'exposes un peu plus. Hein, on est sur la voie publique. Donc tu t'exposes un peu plus à tout ça. Je peux totalement le comprendre. J'ai vu tout ce que vous avez mis en place et c'est super et ça donne envie d'y retourner. Et moi, je sais que je me suis pas frotté au gravel encore et j'ai plein de potes qui s'y sont mis, donc c'est peut-être une bonne idée. Mais je trouve qu'il y a quelque chose à faire, tu vois, pour les acteurs du vélo en France, que ce soit toi ou des coureurs ou tu vois, je sais pas, un Marion Rousse ou Julien Alaphilippe, de faire des campagnes parce que c'est vraiment nécessaire et c'est un peu à contre-courant, je trouve, avec tout ce qu'on dit sur la mobilité douce, l'explosion du vélo taf. Il faut qu'il y ait des mentalités qui changent. Je dis pas que c'est les voitures qui ont tort et les cyclistes qui ont raison, bien sûr. mais il y a certainement des clés à aller voir aussi dans d'autres pays, essayer de comprendre comment on peut faire changer les mentalités, parce que le vélo va prendre de plus en plus de place sur la. Le vélo va prendre de plus en plus de place, c'est le sens de l'histoire, hein, ça très 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 clairement. Les gens vont se déplacer avec notamment l'essor du vélo électrique et sur la mobilité douce, vont faire des distances de plus en plus importantes avec leur vélo, ça c'est clair. Et donc il y a des mentalités. Je pense que ça vient avant tout de l'éducation, des mentalités.
Tu sais, avec Race Across France notamment, et à Mandelieu, la ville de Mandelieu nous a vraiment accompagnés sur ça. On a formé ou éduqué, ou en tout cas partagé un moment avec 100 enfants le vendredi de Race Across France, où il y a 50 enfants qui sont venus le matin, 50 enfants qui sont venus l'après-midi, pour apprendre un peu les codes de la route et comment évoluer avec un vélo en ville. Et ça, je trouve, c'est vraiment une valeur très très forte qu'on veut dégager, c'est-à-dire que nos épreuves sont pour les adultes, mais on essaie aussi d'éduquer un peu les enfants. Et donc, on a travaillé avec la ville de Mandelieu, avec la sécurité routière, et notamment la Fédération française de cyclisme, Savoir rouler. Et donc, il y a des enfants qui sont venus. Eh bien, écoute, j'ai été énormément surpris de voir que des enfants qui avaient à peu près 10-11 ans, eh bien, certains ne savaient pas faire de vélo. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'ils montaient sur un vélo. Alors qu'on imagine comme ça que tous les enfants savent faire du vélo. Ben non, il y a des enfants qui ne savaient pas encore faire du vélo. Donc, on va vraiment dans le sens d'éduquer, d'essayer de comprendre comment évoluer autour d'autres cyclistes, mais aussi les piétons, dans certaines villes, les trottinettes, les voitures dans les campagnes, et notamment en Suisse et en Espagne. Eh bien, une voiture, tant qu'elle n'aura pas la totale visibilité pour te doubler, elle restera derrière toi, sans te klaxonner. Sans te klaxonner et t'insulter. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà eu cette expérience, qui m'écoutent et qui vont se remémorer des situations, sans agressivité. Et je pense que c'est culturel. C'est-à-dire que la route se partage, ça a été un slogan, je crois, à un moment donné, de la sécurité routière. Donc oui, dans certains pays, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'impatience, on va dire, de la part des automobilistes et beaucoup de nervosité et d'agressivité vers les cyclistes. Donc ça, il faut que ça change, je te rejoins entièrement, très clairement. Et pour terminer sur ce sujet, j'étais un peu réfractaire, mais j'ai acheté, tu sais, alors je sais pas si on peut citer des marques, mais le petit détecteur de radar arrière Garmin. Garmin, je sais pas si tu l'as, mais je pensais que c'était un gadget, et ça fait partie de ces choses où en fait, tant que tu l'as pas, tu sais pas que c'était indispensable. Et en fait, je l'ai mis, et maintenant, je roule en fonction de ça. C'est-à-dire, tu vois, je double, je regarde. C'est vraiment très très agréable, et c'est très rassurant. Plutôt que tu tournes quand même la tête si tu veux, mais c'est un truc en plus. C'est très bien fait, c'est connecté avec tu dois connaître, hein, mais c'est connecté. Ça détecte, t'as plusieurs voitures derrière toi. C'est assez bluffant et assez rassurant en fait. Ouais, c'est intéressant ce que tu partages. Et donc, Race Across France, on va continuer à évoluer, parce que là, on partage, c'est super intéressant, mais les gens doivent se dire, mais alors le Norseman, et à quel moment tu t'es dit, le Norseman? Je me suis toujours dit, en fait, le Norseman, j'ai vu ce reportage intéressant. Depuis ce reportage, tu t'es dit, un jour, j'irai en haut du Gstaad Open, c'est sûr. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. J'avais besoin de faire une distance Ironman et de me frotter sur un parcours plus facile, même si il faut former son corps. Il faut former son corps et son mental. Tout à fait. Moi, je me blessais beaucoup en course à pied, donc j'ai fait aussi, tu vois, sur l'Ironman Nice, j'ai vraiment fait un travail pour essayer de plus me blesser en course à pied. À chaque fois que je fais une épreuve un peu longue, j'essaie de progresser sur certains sujets. Sur le Norseman, on pourra en parler, tu vois, mais sur la nutrition, sur le coaching, j'ai vraiment essayé de regarder ça. Mais du coup, c'était toujours un peu un rêve. Et en fait, c'est un tirage au sort. Donc, t'as que 300 dossards à peu près. Et donc, à la fin de l'Ironman Nice, j'ai dit, j'arrête le long pour un petit moment. Je me frotte à autre chose. Mais par contre, je m'interdis pas de mettre mon nom dans le chapeau du tirage au sort du Norseman tous les ans. C'est au mois d'octobre. Et du coup, la première année, j'ai pas été tiré au sort. Les deuxième années, j'ai pas été tiré au sort. Troisième année, je me dis, bon, en plus, c'était le Covid. Est-ce que j'y vais? C'est 10 balles. Mais bon, tu te dis, allez, on y va. Et en fait, plus tu mets plus tu t'inscris, plus tu as de chances d'être tiré au sort. Tu vois, tu as 4 chances plutôt qu'une chance. Et cette année, c'était la pire année pour moi, des gros challenges au niveau boulot, un projet bébé. Enfin, c'était pas le bon moment. Et évidemment, c'est là où t'es tiré au sort. Ouais. Voilà. Donc, t'es tiré au sort, tu reçois la nouvelle. Donc, là, ils ont un bon branding en plus. Où en fait, leur positionnement marketing, c'est de te décourager de t'inscrire. C'est un petit peu comme la Barclay. Hein. C'est un petit peu comme la Barclay. En fait, quand tu reçois la confirmation de ton inscription, c'est un avis de décès, en fait. Tu vois, on te dit, bon, voilà, on est désolé pour toi, mais voilà, c'est très négatif, effectivement, mais ça fait partie du storytelling. Exactement. Et là, donc, en fait, tout leur truc, c'est "This is not for you", donc c'est pas pour toi. Ils te découragent, entre guillemets, à t'inscrire. Et là, tu reçois un mail, et l'objet du mail, c'est "This is for you".
Et là, je fais copie d'écran, je l'envoie, on a un groupe avec des potes, les Sandbaggers, c'est nos copains de triathlon, et j'envoie le screenshot et je dis, bah les gars, putain, j'ai été tiré au sort, quoi. Qu'est-ce que je fais? Génial. Alors, comment ça se passe derrière? T'es tiré au sort. Combien de temps avant? Combien de temps avant la date de l'événement? T'es tiré au sort mi-octobre ou fin, mi-octobre. Euh, c'est un système de tirage au sort. D'ailleurs, c'est assez bien fait. Ils font une vidéo, ils font toute une mise en scène avec une vidéo YouTube parce qu'il y a des contraintes. Ils essaient d'avoir un nombre de femmes, pas d'avoir de nationalité qui font plus de 10% des participants. Ouais, donc il y a Voilà, des vrais quotas. il y a des vrais quotas. Ils te laissent, je crois, une dizaine de jours pour confirmer ta place. Et puis après, la course, donc je devais confirmer fin octobre. Et la course, c'était le 5 août de cette année. Ok, donc ça laisse le temps, effectivement. Ça laisse le temps de te préparer, de mettre en place justement toute une préparation spécifique, une alimentation également, de te préparer correctement. Ouais, parce que pour le coup, j'étais pas du tout affûté sur 2022. J'avais pas du tout fait de grosses courses. J'avais que fait un half, tu vois, avec des potes. Donc c'était vraiment se remettre, pas repartir de zéro, mais se remettre en selle. Et après, c'est pas vraiment ça qui me faisait peur parce que je savais que si je m'y mettais, j'arriverais à le faire. Mais c'était plus, est-ce que je vais réussir à tout concilier, tu vois, vie pro, vie perso et vie sportive entre guillemets. Alors, au niveau de la vie perso, justement, quand tu te lances dans ce genre de défi, très clairement, c'est des parenthèses ou en tout cas des deals que tu fais en famille parce que ça nécessite beaucoup de temps, c'est du long, donc c'est beaucoup de temps sur ton vélo ou dans les bassins ou à courir pour habituer ton corps et le préparer. Est-ce qu'avant de t'engager pleinement et de mettre les choses en place, tu fais un pacte, tu fais un deal avec la femme qui partage ta vie? Oui, Ou est-ce qu'en tout cas, avant de te projeter, est-ce que tu attends son accord entier et définitif? oui, tout à fait. D'autant plus que tu t'étais engagé auprès d'elle à ne plus faire des triathlons longue distance. Ah ouais, donc là, il faut justifier. Ok, d'accord. Là, il faut être bon, là, faut argumenter. J'ai eu une chance, et c'est que je m'en souviens encore, le reportage, la première fois, parce que je l'ai vu 100 fois ce reportage, la première fois que j'ai vu le reportage Intérieur Sport, on était en Angleterre avec ma femme, et elle était avec moi, et elle l'a vu. Donc elle se souvient de l'émotion. Ouais. Voilà, et elle sait le mythe que c'est, si tu veux. Et donc quand je lui ai dit, j'ai été tiré au sort pour le Norseman, elle a tiré la gueule, et en même temps, elle savait que Important pour toi. je pouvais pas dire non, si tu veux. Et après, on en rediscutera aussi, mais il y a, donc, elle m'a dit, écoute, vas-y si tu veux, mais on met en place des règles, notamment sur le vélo, tu vois, parce qu'elle était inquiète aussi par rapport au vélo, les sorties longues, etc. Donc, je lui ai dit, écoute, j'essaierai de faire un maximum de home trainer, d'organiser ça. Puis après, sur la vie pro aussi, j'ai regardé, tu vois, est-ce que je pouvais un peu lever le pied, parce que moi, je voyage énormément pour le boulot. Je suis entre la Belgique, Paris et le sud de la France. Donc, c'est assez compliqué. Donc, ça, j'ai mis ça en place. J'en ai parlé un peu avec les équipes et ils ont été super conciliantes et voilà, j'ai la chance d'être dans une boîte qui est géniale pour ça aussi. Mais ça faisait partie du process. Donc, je me suis inscrit en fait, jusqu'à fin octobre. Donc, je me suis inscrit en me disant, OK, Elsa, ma femme est d'accord. Je suis pas sûr de la faire. Je me laisse jusqu'à la fin de l'année pour décider. Mais de toute manière, je prends la place, quitte à perdre l'inscription. Voilà, mais je prends la place. Et ensuite, j'avais besoin de comprendre ce que ça représentait en plus qu'un Ironman classique. En fait. Et j'arrivais pas à savoir si c'était vraiment plus engagé. Donc j'ai repris la liste des arrivants de l'année dernière. J'ai trouvé des Français. Je les ai trouvés sur Instagram. Je les ai contactés. J'en ai parlé à deux, d'ailleurs, donc j'ai oublié le prénom, mais je les remercie. Et je leur ai dit, voilà mon parcours, j'ai fait Ironman, j'ai fait tel temps, voilà ma contrainte. Est-ce que tu penses que c'est possible? Et en fait, ils ont été plutôt rassurants. J'ai parlé à Perrine Fage aussi, que tu connais. Bien sûr. On a une amie en commun qui l'avait fait. Bon, pour elle, rien n'est dur, mais C'est clair. c'était intéressant aussi de parler avec elle là-dessus. Perrine Fage, c'est l'épisode numéro 2 du podcast. Donc Je me souviens. la première femme qui s'est exprimée sur le podcast Ultra Talk, c'est Perrine Fage. Incroyable parcours. Ouais. Je sais pas si tu as vu là ce qu'elle a fait sur le Tour des Géants, mais c'était magnifique aussi. Elle est monstrueuse. Hyper émouvant. Ouais. Donc moi j'ai fait le constat si tu veux, c'était que cette course elle était plus dure que l'Ironman que j'avais fait, mais que j'avais pas plus de temps pour m'entraîner et qu'en plus de ça j'avais des nouvelles contraintes. Donc je me suis un peu dit est-ce que c'est une folie, tu vois, est-ce que c'est vraiment raisonnable de le faire? Et puis bon, je sais pas, tu te dis, je sais ce qui sépare le fou du génie.
c'est le succès, si tu veux. Donc, en fait, tu te dis, bon, bah, si tu y arrives, tant mieux. Sinon, tout le monde sera là pour te dire, bah, tu vois, c'était une connerie, en fait, t'as pas eu le temps de t'entraîner, c'était compliqué, ton boulot. Et donc, j'avais besoin un peu de faire cette levée de doute. Donc, je me suis rendu compte que c'était pas insurmontable au vu des conversations que j'avais eues avec des gens qui l'avaient fait avant. Donc, j'ai décidé, en rentrant de vacances de Noël, jour de l'an, de la faire. J'ai commencé à faire un plan d'entraînement, donc j'ai repris mon plan d'entraînement d'Ironman, et là je me suis rendu compte que c'était pas possible. J'arriverais pas parce que l'idée, si tu veux, si tu le fais, c'est bon, non seulement d'aller chercher le fameux t-shirt noir, mais aussi moi ce que j'aime me dire, c'est que j'aimerais arriver au maximum de ma De tes forme, de ce que je pourrais possibilités. faire, Ouais, bien de mes sûr. possibilités, dans les contraintes que j'ai. Parce que le faire juste pour le finir, c'est super, hein, et je respecte complètement les gens qui font ça, tu vois, les gens qui c'est même plus dur parce que t'as des gens qui font des Ironman en 16 heures, en 18 heures. C'est 2 fois plus dur pour ces gens-là presque, tu vois. Mais j'avais besoin de me dire, est-ce que si je le fais, je peux aller au bout? Et je me suis rendu compte qu'avec un plan d'entraînement seul comme j'avais fait pour les autres courses, Ça ça passait pas. fonctionnerait pas. Ça passait pas. Donc, qu'est-ce que tu mets en place alors à ce moment-là? Quand tu te rends compte que, bon, là, donc là, on pivote, hein, c'est comme une start-up qui se lance, elle dit, bon, là, ça passe pas, on pivote, on trouve d'autres solutions. Qu'est-ce que tu changes, en fait, pour avancer? Bah là, moi j'écoute beaucoup de podcasts, tu le sais, notamment les tiens. Et là, je découvre Loïc Le Poutre dans le podcast Dans la tête d'un cycliste. Effectivement, Loïc, on collabore, c'est la personne qui, depuis la saison 2, donc là, on a lancé la saison 3, et Loïc anime avec moi Parole de coach, hein, et tu vois, encore hier, au moment où on se parle, on était sur Paris pour enregistrer tous les deux plusieurs épisodes de la saison, et il me disait que depuis, effectivement, qu'il collaborait avec moi sur Dans la tête d'un cycliste, son agenda est complet. C'est-à-dire qu'il a une liste d'attente de clients à coacher tellement ce podcast lui a donné une visibilité, et il est totalement crédible dans ce qu'il fait en plus. Ah ben le bouche à oreille, je pense que moi je lui ai envoyé déjà 2 personnes en plus, tu vois, un sur l'Ironman Nice et un autre, quelqu'un qui prépare un beau projet vélo aussi, mais c'est quelqu'un d'assez excellent. Donc moi je découvre le coaching, tu vois, je me dis ok, il me faut un coach, c'est sûr. Je découvre Loïc? Loïc. Et puis je lui dis, je lui explique un peu le truc. On fait un call ensemble. Et je lui explique, voilà, le temps que j'avais fait sur l'Ironman Nice, les contraintes que j'ai. Et ça, tu sens que ça lui plaît en fait. Lui, ce qu'il aime, c'est ça en fait. Et il n'y a pas une méthode Loïc, il va développer une méthode pour chacun de ses Ouais, athlètes. qui Et t'est c'est ça, moi, propre. qui m'a plu dans son approche, qui t'est propre par rapport à tes contraintes, toujours assez positif. Et donc, lui, en plus, il avait fait le Norseman. Il avait été finisher, black t-shirt, et il avait déjà coaché, je crois, 2 ou 3 personnes. Et il me dit qu'en plus de ça, il coach 2 autres athlètes déjà qui sont pris cette année. Parce qu'on était une vingtaine de Français cette année à avoir été tirés au sort. Donc je me dis que l'un dans l'autre, c'est la bonne personne pour m'accompagner. Et là, on commence 1er février ensemble. Ah ouais, donc on n'est pas si loin. Ouais, donc là, 1er février, là, on est dans le... Alors, je dirais pas les derniers moments, mais là, il faut que la préparation se déroule. Il ne faut pas qu'il y ait de blessures. Voilà, il faut vraiment qu'on s'en rapproche. Là, on rentre dans la préparation de l'événement, vraiment. Ouais, exactement. Et c'est ça qui m'avait plu aussi dans l'approche de Loïc, c'est que c'est pas que du coaching sportif. Il a un background kiné, Ouais, il s'y clairement, connaît un peu clairement. en nutrition, donc il Exactement. peut t'accompagner un peu sur tous les sujets. Et surtout, je découvre l'outil Nolio. Nolio, ouais. Et ce que c'est en fait que d'avoir un entraînement suivi aussi avec un outil en ligne, et on met en place une routine avec Loïc, où je lui mets en avance dans l'agenda de Nolio les endroits où je vais être et ce à quoi j'ai accès. Parce que tu vois, quand je travaille en Belgique, bah, je peux pas faire de sortie longue de vélo, j'ai pas forcément accès à une piscine. Alors, je vis dans le sud de la France, donc c'est plus facile pour moi d'aller nager, mais quand je suis à Paris, impossible. Et donc, on se met d'accord et à l'avance, je lui donne toutes mes contraintes et lui, il me crée un plan d'entraînement par rapport à ça. Et surtout, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, je peux lui dire tout de suite et il est hyper réactif. Et ça, c'est hyper rassurant parce que la charge mentale de te dire, oh là là, putain, aujourd'hui, il faut que je m'entraîne, j'ai une session d'1 heure, je vais pas pouvoir la faire. Bon, alors, évidemment, si tous les jours tu décales, ça marche pas, tu vois. Mais d'avoir un peu cette carte joker et de dire, OK, aujourd'hui, je vais bosser jusqu'à 22 heures, c'est pas possible. Du coup, j'envoie un message à Loïc, je dis, la session d'aujourd'hui, je peux pas la faire, est-ce que tu peux adapter la fin de la semaine? Ça, c'était incroyable. Et le fait de pouvoir voir en avance ce qui t'attendait, donc de préparer aussi tes autres contraintes par rapport à la charge d'entraînement et de l'avoir sur la montre, parce que c'est ça qui est fou avec l'outil, c'est que tu as tout dans ton plan d'entraînement et tu as juste à appuyer sur ta montre Garmin et ça te met tout, quoi. Tes allures, tes trucs. Et derrière, lui, il récupère toutes les datas et il peut ajuster en fonction de ça. Ouais, t'as tout résumé. Ça paraît peut-être hyper
basique pour toi parce que tu connais, mais moi, j'ai découvert ce truc-là et ça m'a simplifié la vie. C'est un truc de En fou. fait, c'est ce que je disais en intro, hein, c'est-à-dire ça, c'est de l'anticipation, c'est la préparation de l'anticipation et d'avoir des routines et de savoir le dimanche qu'est-ce qui t'attend. En tout cas, qu'est-ce qui est prévu dans la semaine, voire aux 15 jours, en fonction de là où tu es, de ce dont tu peux avoir accès et de la forme dans laquelle tu es. Loïc, il sait très bien s'adapter à ça, effectivement. Hein. Moi, il m'accompagne également, donc j'ai les mêmes outils que toi. Tout ça est connecté en plus avec, si tu as un bracelet Whoop, si tu as une montre Garmin, tes pulsations, ton sommeil. Tout ça est centralisé. Loïc est totalement capable et légitime d'analyser tout ça et donc de te faire des séances hyper personnalisées et de t'amener à être en forme le jour J. Donc, je comprends parfaitement ce que tu dis. Et ceux qui nous écoutent, effectivement, il existe aujourd'hui des outils digitaux qui te permettent d'avoir une tranquillité d'esprit, une charge mentale en moins, à savoir qu'est-ce que je dois faire, comment je dois m'entraîner, dans quel ordre. Tout ça peut être planifié des jours, des semaines, voire des mois à l'avance. Et c'est une vraie charge mentale en moins. En tout cas, tu n'as pas à réfléchir, tiens, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, dans quel sens je vais le faire, dans quel ordre, à quelle allure, à quel watt. Tout ça peut être très clairement anticipé. C'est vrai que le digital apporte beaucoup à ce niveau-là. Et donc, tu te lances dans cette préparation de coaching. Déjà, est-ce que ces 6 mois de préparation se déroulent bien ou est-ce qu'ils sont ponctués d'imprévus, de blessures? Comment se passe cette préparation? Écoute, ça se passe plutôt bien. Moi, j'ai découvert du coup un peu l'entraînement en zone 1 et zone 2. J'avais déjà fait un entraînement basé sur les fréquences cardiaques seul sur les autres épreuves d'Ironman, mais là, voilà, vraiment, je découvre la fameuse zone 2 de Loïc, voilà. La fameuse zone 2 dont on a sorti un épisode qui a cartonné d'ailleurs sur la zone 2. Je vous invite à l'écouter sur Dans la tête d'un cycliste, mais la zone 2, oui, c'est la zone pour progresser, très clairement. Mais c'est le côté savoir ralentir pour aller plus vite, quoi. C'est Exactement. contre-intuitif, mais c'est terriblement efficace. Mais voilà, par contre, quand tu fais 2 heures de home trainer en zone 2, bah, les 2 heures, elles sont longues, quoi. Ça fait beaucoup de podcasts à écouter. Il faut une bonne Clairement. série ou il faut des bonnes séries ou des bons épisodes, effectivement. Mais bon, et je découvre ça et ça se passe plutôt bien. Du coup, je me blesse pas trop. Moi, j'avais besoin de tout comprendre. Et en fait, Loïc, lui, il sait ce qu'il fait. Et moi, tu vois, à chaque fois, je lui disais, mais explique-moi là, pourquoi tu Alors, fais il est ça, très pourquoi tu dis pédagogue. ci. Il est très Voilà. pédagogue. Et donc, j'apprends ça. Donc, moi, j'avais besoin de comprendre aussi comment fonctionnait et pourquoi il me faisait faire tel ou tel entraînement à tel moment et comment, en fait, il arrivait à savoir que j'étais bien, que j'étais pas bien. À certains moments. Donc ça, c'était assez agréable d'avoir ce dialogue avec lui. Et si tu veux, moi, je suis un peu anxieux, et notamment sur les courses. Et le fait de se préparer, le fait de comprendre, pour moi, cette préparation, c'est vraiment de l'anxiété maîtrisée, en fait. Et j'ai appris ça. Et c'est peut-être ça l'expérience, et j'aurais jamais peut-être pu faire le Northman en 2015, tu vois, juste après le premier triathlon que j'ai fait avec Jenson Button, même si j'en avais pas la force, enfin, tu vois, la forme physique, mais il y a la forme physique, il y a, tu vois, la progression sur plusieurs années d'habituer ton corps à faire ça, mais il y a aussi l'expérience de préparer une course, de gérer cette anxiété, parce que sinon, bah, t'exploses le jour J, quoi. T'as des problèmes gastriques, tu pars trop fort, et ça, je pense que ce cheminement-là, il a vraiment payé. Et donc, pour répondre à ta question, l'entraînement s'est plutôt bien passé sur la partie entraînement. Après, ce qui était plus compliqué, c'était la nutrition, en fait. Moi, j'ai toujours eu des problèmes gastriques, notamment sur la course à pied. Et donc, on a commencé à regarder un peu avec Loïc ce qu'il fallait faire. Et il m'a recommandé un nutritionniste qui s'appelle Denis Richet. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un ponte. Denis Richet, c'est celui qui a ramené, qui est en train de ramener Manon Chenet à la vie, j'allais dire. Hein, l'épisode que j'ai sorti sur Ultra Talk avec Manon Chenet a fait grand bruit il y a 15 jours. Enfin, au moment où on enregistre, pardon, a fait énormément de bruit dans le monde du sport et du triathlon. Et c'est Denis Richet qui est en train de ramener Manon Genet au plus haut niveau. Donc oui, c'est un ponte de la nutrition, effectivement. Ouais. Ouais, il était top cet épisode. Ouais, non, c'était ça. Enfin, Manon m'a accordé sa confiance, hein, je le remercie, mais elle m'a contacté en disant j'ai des choses à dire et j'aimerais les dire sur ton podcast. Donc voilà, on s'est rencontrés, on a partagé. Je l'avais pas vu depuis 3 ans, hein, même si on était toujours en contact, mais la première fois on avait fait l'épisode. À Paris, je venais de lancer le podcast où ça faisait moins de 6 mois et c'était un bon moment. Et ce qu'elle a partagé, c'est juste très, très, très puissant. Elle a eu énormément de commentaires, de messages perso suite à ça. J'en ai reçu également énormément. D'ailleurs, on s'envoyait des messages en disant « Mais toi aussi, tu reçois des messages ?» Parce que moi, j'en reçois énormément. Et
Et voilà, c'est vrai que la nutrition, c'est déterminant. Est-ce que la manière de t'alimenter a changé durant ta préparation? Ouais, complètement. Alors, elle a changé, c'est-à-dire qu'elle a basculé du sucré au salé ou inversement, ou elle est restée sur du sucré ou sur du salé, mais elle a changé de rythme peut-être et de composants, quoi. C'est-à-dire que Ouais. l'aliment était différent. L'aliment était différent, le moment de s'alimenter était différent. Moi, Ça, c'est important aussi, hein. je m'alimentais mal à l'entraînement. Bon, ça, évidemment, Loïc, il me l'avait déjà dit, si tu veux, mais moi, sur des petites sorties, j'avais pas d'apport glucidique, tu vois. Moins d'une heure, je partais pas avec de l'eau, avec une barre, etc. Ouais, Donc on a déjà, tous fait j'ai ça. appris à me forcer, si tu veux, à toujours m'alimenter. J'avais ces problèmes gastriques souvent avant la natation, tu vois, le stress avant le début d'une course ou plus tard sur la course à pied. Je tombais malade aussi lors de mes périodes de repos, tu vois. Je voyais, il y avait des espèces de fenêtres métaboliques, tu vois, où tu as 3 semaines de pic d'effort et puis après, tu t'es censé te reposer. Et là, avant, j'étais maintenant, je suis jamais malade. Là, je tombais malade. Et donc, on a revu un peu la routine alimentaire. Moi, je connaissais pas la différence entre les lipides et les glucides. Enfin, tu vois, vraiment, j'ai une alimentation qui était saine, tu vois, mais pas qui était spécifique en fait à l'entraînement que je faisais ou aux contraintes que je pouvais avoir. Donc, il m'a fait faire des analyses de sang. C'était assez intéressant de voir. Lui, il parle pas forcément d'allergie, il parle plutôt d'intolérance, ou il parle d'anticiper certaines choses. Donc, on a revu quelle était la routine alimentaire que je devais avoir, soit en amont d'une course ou sur un gros entraînement. Donc ça, déjà, il y a des trucs bêtes, tu vois, mais de toujours manger le même petit déjeuner, quoi. De manger équilibré, déjà, mais aussi de toujours manger le même petit déjeuner pour pas surprendre ton corps avant le début d'une course ou d'un gros entraînement. Il m'a recommandé aussi des compléments naturels pour renforcer les défenses antivirales. J'ai pris des probiotiques aussi pour une meilleure digestion Exact. que je continue à prendre. Et l'autre chose qu'il a décelé qui était hyper intéressante, je sais pas si ça dit quelque chose, c'était j'avais une carence en enzyme Q10. Et en Non. fait, c'est lié à un surentraînement, ou en tout cas à pas faire suffisamment de périodes de repos. Mais quand il dit repos, c'est plein repos, c'est-à-dire pas travailler, pas s'entraîner une journée complète. Ce qui est difficile, tu vois, sur une période d'entraînement. Et du coup, si tu as une défaillance en Q10, ce que lui dit, hein, encore une fois, c'est sa science, c'est que tu as une meilleure utilisation de l'oxygène par les cellules et ça participe à la protection des tissus. En fait. Et donc, tu peux gagner en watts sur le vélo, en VMA, si tu arrives à remonter ce taux de Q10. Et donc, il m'a prescrit des petits compléments par rapport à ça. Il m'a aidé aussi à gérer la nutrition avec Loïc, le nombre de grammes à prendre par heure, parce que ce qui était certain, c'est que je me sous-alimentais complètement sur le vélo. Alors ça, c'est un grand débat, hein. C'est un grand débat, tu vois, on en a encore parlé hier quand on a échangé sur l'alimentation, notamment Manon Genet, mais on dit toujours, moi je me souviens au début où je me suis lancé dans l'ultra, donc il y a une dizaine d'années, on me disait 60 grammes de glucides par heure. Et aujourd'hui, on est à 120, 150 grammes par heure pour soutenir l'effort. Donc ça aussi, ça a énormément évolué. C'est pour ça que de travailler avec un coach qui est légitime dans ce qu'il fait, va te faire gagner un temps fou et éviter énormément d'erreurs, très clairement. Ah, mais il faut les prendre, les 120 grammes par heure. Voilà, il faut être capable de les absorber. Ça se fait pas en une séance. Mais quand tu t'appelles Sam Ledlow et que tu vas te gagner l'Ironman de Nice, là, il a dit sur un des podcasts que j'ai écouté qu'il prenait 120 grammes de carbs par heure. Je veux bien. Moi, je peux pas, en fait. Au bout de 2 heures, j'ai plus faim, quoi. Alors, tu habitues ton corps, tu manges la même chose, mais c'est un vrai cheminement. Tu vois, moi, je suis arrivé difficilement à 70. Et encore sur le Norseman, à un moment donné, j'arrivais plus à m'alimenter sur la course à pied. Mais je trouve que, encore une fois, à mon niveau, c'est-à-dire amateur, Ouais, tu vois, c'est pour ça que ça se travaille. J'arrive à m'entraîner 10 heures par semaine max. Un pro, il s'entraîne 30 voire plus. C'est aussi ça, quoi, tu vois. Mais c'est manger la même chose et s'entraîner. Et Loïc, il me forçait, tu vois, à me dire à la fin de chaque sortie longue de vélo, combien t'as mangé, est-ce que tu t'es habitué? Et je dis, ouais, on s'en fout, machin et tout. Il me dit, non, c'est important. Et c'est vrai que ça change tout sur la course à pied. Et ce qui a tout changé, c'est j'ai fait le Half Ironman d'Aix-en-Provence en préparation. Je l'avais déjà fait les années d'avant et je connaissais bien ce format-là. Et derrière, je fais le semi en 4,25 de moyenne, tu vois, en allure. Et j'avais jamais couru un semi aussi vite. Ouais, donc là, tu t'es dit, je suis dans la bonne direction. Mais c'était un truc de dingue. Et parce que il m'avait forcé à manger sur le vélo et à bien gérer ma course et à accepter
de pas trop donner sur le vélo et de bien s'alimenter pour derrière faire la course à pied qui t'attendait. Ouais, c'est très intéressant parce que ça casse beaucoup de codes, hein. Effectivement, les fameuses sorties une heure et demie où tu te dis, allez, de l'eau et puis j'ai pas besoin de manger. On a tous fait cette erreur de savoir comment bien s'alimenter, à quel moment et comment son corps réagit. Donc là, tout ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Et en fait, c'est toute la différence entre les athlètes, les sportifs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, mais juste qui ont envie de se faire plaisir sur un événement, mais à ceux qui sont accompagnés et ceux qui ne sont pas accompagnés. Tu as tout résumé dans ce témoignage-là. Et puis, on arrive au Norseman. Donc là, tu es sur le bateau, tu es prêt à sauter. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis? Bah, j'y vais, mais j'ai peur. Tu te dis, non, tu te dis, c'est dingo d'être là. Parce J'y que moi, je suis. trouve que la vraie victoire, c'est quand même d'arriver. Enfin, c'est déjà une victoire d'arriver, de C'est se déjà une présenter victoire, au départ d'une très course, clairement. entraîner comme tu l'avais voulu, pas blessé, tu vois, et dans un bon état d'esprit. Après, le reste, il peut se passer plein de choses, tu vois. Et c'est ça qui est fou dans le sport d'endurance, c'est ça paye, en fait. C'est mathématique. Tu t'entraînes, ça paye. Après, il peut se passer plein de choses parce que tu peux pas t'entraîner tous les dimanches à faire un Ironman. Donc, il peut se passer plein de trucs. Tu peux que le préparer et après, le jour, il se passe plein de trucs. Tu vois, je sais pas, un perchiste, le gars, tous les dimanches, il peut s'entraîner sur son record personnel de la barre, tu vois. Et donc, se préparer à la compétition. Sur du long, bah, tu peux pas, quoi. Donc, pour moi, je trouve que ce qui est dingue, c'est d'arriver à se présenter sur une course en disant, je m'étais fixé tel objectif, d'être dans telle forme. Et là, le reste, c'est que du plaisir. Évidemment, tu as un petit objectif de temps secret dans ta tête, mais je me dis surtout, ouais, c'est déjà dingo. Et j'avais Loïc en plus derrière qui me disait, écoute, les indicateurs sont au vert, vas-y, fais-toi plaisir, ça va y aller. Et je me dis, il faut qu'on aille chercher ce t-shirt noir, quoi. On n'est pas venu là pour rien. Alors, il y a ces t-shirts. Explique-nous pour les personnes qui ne sont pas habituées au Norseman. Hein, il y a effectivement, il y a cette possibilité quand tu arrives au pied de la dernière ascension qui t'amène au sommet, dont je ne pourrais pas prononcer le nom, mais tu vas nous le Le redire. Gaustadt Effectivement, Open. voilà. Et ben là, c'est cruel. J'allais pas dire crucial, c'est là aussi, mais c'est cruel, c'est qu'on peut t'arrêter en te disant, bah non, en fait. Et là, c'est pas en temps, c'est à la place. C'est-à-dire qu'en Ouais. fonction de comment tu évolues dans ta course à pied, si on t'a informé de la place où tu étais, bah, quasiment toutes les preuves de ton marathon, tu peux te dire, bah, j'ai gagné des places, ça va le faire. Ou alors, bah, à une ou deux places près, bah, on peut m'arrêter et donc la couleur du t-shirt est différente. C'est bien ça? Exactement. Ouais, alors on t'arrête pas vraiment, mais en fait, c'est les 4 derniers kilomètres et tu as deux parcours différents. Donc, quoi qu'il arrive, tu finis la distance. Mais si tu es dans les 160 premiers, tu montes au sommet de la montagne, ce qui est beaucoup plus difficile parce que tu as encore beaucoup de dénivelé et c'est vraiment du trail, si tu veux. Et là, en fait, ils peuvent pas avoir plus de 160 personnes qui arrivent en haut. C'est pour ça qu'ils ferment le truc à 160. Et derrière, si tu es 161e jusqu'à la fin, tu finis quand même la distance du marathon, mais tu as une petite arrivée qui est évidemment un peu moins glorieuse et où tu as un peu moins d'émotion, clairement. Donc, moi, je me dis, je vais y aller. Et tout au long du parcours, ça qui est assez dingue, c'est que bon, non seulement tu as ton équipe support, il faut qu'on parle de ça parce que c'est aussi Oui, ce qui je fait l'ai la noté. Ouais, spécificité de ouais, cette c'est course. une des questions, tout à C'est fait. dingo parce que t'es pas tout seul en fait face à ta course. Mais tout au long de certaines, de la sortie de certaines transitions et à certaines sections de la course à pied, t'as une volontaire ou un volontaire avec un calepin et qui te dit vous êtes 27e, vous êtes 48e, vous êtes 160e. Donc tu sais en fait où t'en es et tu fais la course avec les autres quoi. Et je te disais moi je fais jamais de triathlon pour gagner parce que j'ai pas le niveau. Mais là clairement c'était la première fois aussi que je me battais pas seul contre moi-même contre un temps quoi. J'essayais d'arriver dans ces 160 premiers là quoi. Alors, parle-nous de ce team, justement, parce qu'effectivement, c'est ça aussi qui est une aventure. Hein. C'est comme tu l'as dit, tu es tout seul dans ton effort, même s'il y a d'autres athlètes, tu n'es pas tout seul, mais là, en plus, tu as une équipe d'assistance. Donc, bah, forcément, quand tu nages, quand tu pédales ou quand tu cours, bah, tu penses à eux, tu te penses au moment où tu vas les voir, aux infos qu'ils vont te donner, au réconfort qu'ils vont pouvoir t'apporter. Donc, comment tu as constitué cette équipe? De combien de personnes elle était constituée? Et comment tu as vécu ça avec elle? En fait, le profil de la course fait qu'ils peuvent pas y avoir de ravito, si tu veux. Et comme l'eau, elle est très très froide, bah, t'arrives pas à enlever ta combinaison tout seul, donc il faut quelqu'un t'aide. Comme le profil vélo, il est très particulier, tu dois te couvrir, te découvrir, quelqu'un peut t'aider aussi. Donc ils ont mis en place, pour des raisons de sécurité, le fait que t'as pas de ravitaillement et en fait, t'es en autonomie, mais on te permet d'avoir une assistance, un peu comme sur les courses d'ultra de cyclistes avec assistance en fait. C'est un peu le même concept. Donc moi, j'ai choisi de le faire en famille.
parce que je trouve que c'était une opportunité assez incroyable de partager ça avec ma famille. Et donc j'ai mon père qui m'a accompagné, mon beau-père, donc le père de ma femme, et une de mes sœurs. Donc on était quatre et on a préparé un petit peu en amont les choses. Loïc avait fait un call avec eux. Je sais plus s'il avait fait un call avec eux. Je crois qu'il avait fait un call avec eux où je leur Pour leur avais partagé expliquer. l'enregistrement Ouais. d'un call un peu pour leur expliquer le système. Mais ce qui est fou, c'est que c'était la première fois où en fait tu déléguais certaines choses à quelqu'un. Et moi, j'étais toujours habitué à être un peu dans le contrôle de ma course. En fait, tu sais exactement, t'as ouvert ta petite compote, tu l'as scotché à ton cadre de ton vélo, t'as préparé, tu sais que ta pompe, si tu crèves, elle est là, etc. Là, en fait, t'as rien de tout ça. Alors, c'est génial, mais c'est un peu flippant aussi. Et comme je l'ai pas fait avec des potes triathlètes, bah, si tu veux, il a fallu que j'explique à ma sœur qu'est-ce que c'est qu'une trifonction, qu'est-ce que c'est que des chaussettes de compression, comment il faut qu'elle prépare les trucs. Donc, c'était super. Et ça crée une émotion et un truc incroyable, en fait. Ouais, ça c'est génial de vivre ça avec justement en plus des personnes avec la famille. C'est vrai que c'est des choses qui marquent, c'est des chapitres de vie, hein, ce genre d'aventure. Hein. C'est des choses qui te marquent de manière impressionnante pour le reste de ta vie. Et puis sur l'épreuve en elle-même, donc explique-nous, parle-nous de l'approche justement du pied de la dernière ascension, parle-nous de l'approche, de la décision, de la couleur de ton t-shirt. Comment tu étais dans l'épreuve? Est-ce que tu avais la certitude que ça allait le faire? Est-ce que tu avais des doutes? Est-ce que tu as stressé? Comment s'est passée l'épreuve en elle-même avant cette dernière ascension? Et donc cette possibilité d'une couleur de t-shirt différent. Euh, La natation se passe plutôt bien, même s'il y avait beaucoup de courant et j'ai pas nagé très rapidement au vu de ce que je pensais pouvoir faire. Mais c'est assez particulier, c'était marée basse, et puis le départ a été donné de manière un peu bizarre. J'étais loin du pack, mais bon, je sors de l'eau, pas trop mal. Je vois qu'il reste pas mal de vélos dans la zone de transition, donc je me dis a priori je suis déjà dans les 160. Je me régale sur le parcours vélo. C'était magnifique. Il y a quatre cols. L'eau était pas trop froide, donc j'étais bien couvert. C'était magnifique. Après, les conditions climatiques étaient dantesques. Il a plu quasiment tout le long du vélo. C'était vraiment dur. Après, tu signes pour ça, hein. Tu sais que c'est le Norseman. J'étais moi-même presque un peu déçu que l'eau soit pas trop froide, tu vois, parce qu'en fait, ce que tu as envie aussi, c'est de vivre ce à quoi Ah ouais, c'est de vivre le truc. ce à quoi Ouais, je tu comprends. pensais. Mais le parcours vélo se passe plutôt bien. Je fais ma course, tu vois, je suis dans mes zones de fréquence cardiaque. Un moment un peu sur la fin du parcours vélo, je me rends compte en fait que les choses vont bien, que je suis bien, que je suis dans un bon jour, que l'entraînement est en train de payer. Du coup, comme tu as 3 ou 4 reprises, j'ai vu mon équipe d'assistance, ils me donnent la position. Bon, alors ils se sont gourés au début, donc en fait le classement était un peu mal fait, donc ils m'annoncent 87e. Je me dis oulala, attends, c'est pas normal, c'est pas possible. Surtout que Loïc m'avait dit ton truc c'est la course à pied, donc laisse-toi doubler sur le vélo pour pouvoir les remonter sur la course à pied après, ce qui est hyper dur psychologiquement. Parce que toi, Bah oui. tu veux jouer placé, quoi. Donc, et le vélo se passe bien. Sur la fin, tu as un très long faux plat descendant d'une trentaine de kilomètres, où là, tu prends presque 75 kilomètres heure. Tu vois, j'ai vu en vitesse max. Tu es sous la pluie. Là, je commence à être grisé un peu, peut-être aussi par tout le sucre que j'ai mangé, clairement. Et là, si tu veux, je suis sur les prolongateurs, en train de dévisser une pomme pote. Euh, et là, à 70 kilomètres heure, il y a un dodan qui arrive et je me fais doubler un camping-car. Et pluie battante, tu vois. Et je me dis, oulala, calme-toi, là, tu es en train Un de... petit signal qu'il fallait savoir capter. Ouais, exactement. Tu vois, à peu de choses près, t'étais pas loin de la chute et ça s'arrêtait là. Donc, j'ai essayé de relativiser et de pas être trop grisé, en fait, par le truc et se dire, attends, c'est génial, en fait, c'est en train de payer. Puis c'est magnifique. Enfin, ça fait quand même des mois que t'attends ça. Du coup, transition vélo, course à pied. Il pleut toujours des cordes, c'est compliqué. Je me change, tu prends le temps de te changer, ce qui est assez agréable aussi par rapport à un autre triathlon. Et là, tu pars sur les 42 kilomètres de course à pied. Et les 26 premiers, c'est plat. Et je sors de la transition 2 et j'ai la volontaire avec le classement qui lève le truc et qui dit tu es 106e. Là, je me dis ouais, c'est cool. Tu vois, je me dis ça paye. Et en même temps, tu sais que sur 42 kilomètres, il peut tout Tout se peut se passer. passer. Ah oui, tout peut se passer, Donc, très clairement. et la stratégie qu'on avait mis en place avec Loïc, c'était de se dire sur les 26 premiers kilomètres de plat, t'envoies. T'envoies, tu creuses l'écart. Parce qu'après,
tout un profil en fait du 26e kilomètre au 32e kilomètre, donc 8 kilomètres, qui s'appelle Zombie Hill, qui est une montagne un peu sur le profil de l'Alpe d'Huez, où tu as 7 virages. Et là, en fait, tout le monde marche ou trottine, si tu veux, mais c'est vraiment très, très dur. Mais du coup, tu perds pas beaucoup de place. Donc, ce qu'on s'était dit avec Loïc, c'est envoie sur les 26 premiers kilomètres, prendre l'avance, et a priori, c'est là où ça sera joué. Et je pars sur un rythme à 4,50, 4,55 minutes du kilomètre, donc après 12 km heure, et ça se passe bien, tu vois. Et c'est cool. Je suis dans le dur, il pleut, le parcours il est difficile parce que tu cours sur une nationale à contresens, t'es le long d'un fjord, et en plus, l'équipe, j'avais dit ravito tous les 3 kilomètres, parce que là, tu vois, ça, c'est Loïc, il est quand même très, il dit, mais attends, tu vas pas prendre 500 millilitres d'eau sur toi, c'est du poids en plus. Donc, prends 250 millilitres d'eau et tu les vois tous les 3 bornes, tu leur dis, ils te donnent une autre flasque et tout, tu profites du système, tu vois. Exactement, ouais, tu profites de l'assistance, hein, c'est ça. C'est aussi la stratégie de course. Hein. Ouais, exactement. On avait tout prévu ensemble, sauf qu'évidemment, on n'avait pas prévu qu'ils ne pourraient pas se garer, que, On n'avait pas prévu l'imprévu. exactement. C'est ça, ça se passe. Il y a le plan A, et puis faut anticiper le plan B, le plan C, ouais, très clairement. Et là, je continue à manger et à la 15e borne, je sens que je peux plus rien manger. Plus rien manger, plus rien boire. Et je me dis, il y a deux strates, deux solutions. Soit je baisse le rythme pour manger et pour boire, soit j'essaye de tenir les 26 bornes à l'allure qu'on s'est dit. Et de toutes les manières, après, c'est ce fameux zombie et cette montée. Et Je marcherai, je m'accorderai peut-être 5-6 minutes de pause, mais je préférais me dire, tu vois, tu as gagné des places, tu as remonté des places, quitte à les perdre derrière, plutôt que de prendre le risque de s'arrêter maintenant. Donc, je vais jusqu'au bout, je fais mes 26 km, je remonte pas mal de monde. Et là, j'ai plus d'eau, j'ai plus de trucs, je commence vraiment à pas être bien. Ouais. J'arrive dans le dur. Et là, je me dis, bon, c'est pas grave, ils m'attendent. On avait dit qu'ils m'attendaient, que le prochain point, c'était en bas de Zombie Hill. Je vais me donner 5 minutes. Je passe, je retrouve la petite volontaire, là, une autre, mais je retrouve le même concept et qui me dit, vous êtes 82e. Et là, je me dis, waouh, c'est cool, tu vois. Ça, c'est vraiment. Je me dis pas que c'est fait encore, mais tu sais. Non, mais ouais, c'est bien. C'est bien. Tu dis souvent dans tes podcasts, tu sais quand est-ce que tu as l'émotion. Là, tu as commencé à l'avoir. Ouais. Là, tu commences à te dire, ah, ok, là, il faut vraiment qu'il y ait un truc qui se passe pas bien pour que ça passe pas. Généralement, tu vois, c'est dans ces moments-là où, dans les minutes qui suivent, tu te sens indestructible. C'est-à-dire là, en fait, tu te dis là, plus rien ne peut m'arriver, quoi. Là, je lâcherai rien. Ou en tout cas, c'est là, je lâcherai rien. Il faudra venir me chercher, tu vois. Exactement. Et tu te sens. Mais bon, je commence à être un peu dans le dur quand même. Ouais, mais tout en restant concentré. Ouais. Tout en restant concentré. Et là, je suis en bas de Zombie Hill et donc je me dis, ok, il y a personne. Et là, il y a personne. Et là, il y a personne. Et je me dis, je vais quand même pas m'arrêter, tu vois. Je vais continuer, en fait. Et là, donc, tu t'arrêtes de courir, donc t'as froid. Parce qu'en fait, il fait quand même super froid. Il pleut des cordes. Donc, j'étais en trifonction, tu vois. Donc là, tu risques l'hypothermie, ouais. Et là, clairement, je commence à partir en hypo. Je sens l'hypo monter. Je commence à la connaître. Et donc, je monte. Premier virage, deuxième virage, rien. Je commence à me faire remonter par 1, 2, 3 coureurs. Et, tu vois, et ce sentiment de force que tu décrivais, très, très, très rapidement, tu passes quand même à. Voilà. Puis il y a plein de choses qui se passent dans sa tête. Ouais, tu sens que ça bascule. Tu commences à être énervé, tu sens que ça bascule. Et puis tu te dis, alors moi, je voulais pas m'arrêter, tu vois. Donc, tu marches, tu marches doucement, tu regardes tes pieds, tes têtes basses, tu commences à avoir froid. C'est compliqué. Et là, au bout de un bon quart d'heure, 20 minutes, je vois le van, parce qu'on avait un van d'assistance, il arrive en train de faire, on s'est planté de chemin, on arrive, machin et tout. Et en fait, à partir de Zombie Hill, tu as une personne de l'assistance qui a le droit de courir à côté de toi. Ça, c'est super. Parce que c'est hyper gratifiant et chaleureux. Et donc, j'ai ma sœur qui saute du van pour faire ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire courir, bon là en l'occurrence marcher, tu vois, à côté de moi. Et là, je la regarde, je lui dis, putain, j'en peux plus, vas-y, donne-moi de l'eau, donne-moi une banane et tout. Et là, elle me regarde, elle me dit, j'ai rien pris. Et en fait, dans l'excitation du truc, tu vois, ils se sont perdus, machin, etc. Ah, c'est ça qui est excellent. Alors, ça se passe bien, donc voilà, c'est pas dramatique, mais c'est ça qui est excellent après coup. C'est tout le monde est tellement dans le truc, tu vois, concentré que voilà, hop, il y a des trucs qui. À la fin de la journée, ils étaient rincés. Ils ont même sur 13 heures ou 14 heures d'épreuve, ils ont même pas trouvé le temps de bouffer, quoi. Ils étaient rincés. Et donc là, je dis à ma sœur, tu rigoles. Et donc là, heureusement, elle avait un kawaii, donc elle me donne son kawaii parce que je commençais vraiment à avoir froid. Et je lui dis, bah, c'est pas grave, hein, on continue. De toute façon, ils vont être parce qu'en fait, t'as une règle où il faut que les 4 roues de la voiture soient garées hors de la route.
Oui, oui, c'est à l'américaine. À l'américaine, c'est pareil. Tu as 340 coureurs, donc tu as 340 bagnoles d'assistance. Non, non, C'est c'est quand même très. Faut que ça soit. Faut pas que ça perturbe la circulation, genre de choses. Ouais. Exactement. Et donc là, on se dit, bah, c'est pas grave, on va les retrouver au virage d'après. Et puis un virage, deux virages, trois virages. Je me dis, mais ils sont où en fait, les gars, tu vois? Et je me dis, ils nous attendent quand même pas en haut de Zombie Hill, parce que là, ça va être très compliqué. Ça, c'est dur. Hein. C'est dur parce que quand tu sens que ça commence à basculer du mauvais côté, quand tu sens que tu commences à te sentir moins bien, qu'au niveau alimentation, c'est dans le dur, que tu vois les autres monter, que ça se passe pas comme tu l'avais imaginé, là, mentalement, ça peut vite dérailler, quoi. Ouais. Et c'est là où c'est la force d'avoir Marie, ma sœur qui était avec moi, où en fait, elle est là avec toi. Elle te dit, mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Et en fait, comme il y avait plein d'autres voitures sur le bas-côté, elle leur a demandé de l'eau et elle leur a demandé une banane. Ouais, Tu vois. ouais, Et donc, génial. ça, c'est cool, c'est l'entraide entre coureurs. Donc, au bout de deux ou trois virages, tu vois, on voyait qu'ils étaient toujours pas là. Bah, Système D. système B. Et elle a été hyper patiente. Tu vois, je voulais rien manger, j'étais vraiment down. Elle me dit alors tu veux pas de banane, tiens prends un peu d'eau, tu veux pas un peu d'eau, tu vois. Elle a été vraiment mignonne. On finit par les retrouver, genre un virage avant la fin, en disant mais il n'y avait pas de place, on pouvait pas se garer, c'est hyper stressé quoi. Donc je dis bon ok, on prend sur moi. Du coup là je fais une pause, je me pose quand même une minute. Je remange de ma nourriture entre guillemets, je reprends de l'eau en poudre et là on arrive en haut de Zombie Hill et je vois, vous êtes 108e. Donc Ah, j'étais et donc 82 là, en bas. Et là, tu te dis un peu, bon, c'est pas gagné. C'est pas gagné, ouais. c'est pas gagné. Mais je sens que j'ai un regain de forme. Euh, et je dis à Marie, donc il reste, t'es au 32e, il reste 10 bornes. Et en fait, ça monte moins. Ça monte toujours un peu, mais ça monte moins. Et là, j'étais un peu grisé par le fait que ça allait mieux, que j'étais revenu de l'hypo. Il y a vraiment une grosse heure et demie où j'étais dans le dur, en fait. Et là, je dis à Marie, ça serait quand même pas mal de faire un top 100, non? Qu'est-ce que t'en penses? Et puis tu les voyais, tu sais, les petits, les coureurs devant. Et je me dis, ça peut être sympa. En tout cas, au cut-off du t-shirt noir. Parce que le Oui, bien cut-off du sûr, bien t-shirt sûr. noir, donc t'es là, t'es au 32. Le cut-off du t-shirt noir, il était au 38, si je dis pas de bêtises. Donc il restait 6 bornes à faire. Et je me dis, si tu remontais 8 coureurs sur 6 bornes, ça va un petit peu mieux. Et puis c'est sympa de se dire que C'est un t'as fait objectif. C'est une motivation supplémentaire. Exactement. Et donc là, je me mets à courir et je les remonte au fur et à mesure, tu vois. Un peu avec cette technique de furet, en fait, où tu te mets un peu derrière eux, tu essayes de faire en sorte que le gars te voit pas. Et puis quand tu arrives à son niveau, là, tu mets une accélération monstrueuse pour faire en sorte que le gars, il ait pas l'idée de De te suivre. remonter, tu Ouais. vois. Et puis j'arrive à la barrière. Donc c'est la fameuse barrière pour monter en haut de la montagne. Et là, tu retrouves la petite personne avec et il y a écrit, vous êtes 99e. Waouh. Donc là, le fameux cut-off, tu vois, je suis 99e et la grosse émotion. Ouais, ce que j'allais dire. Et c'est là, en fait, quelque part, ce que j'explique régulièrement, hein, c'est l'émotion que tu peux avoir quand tu franchis une ligne d'arrivée sur une compétition. Sur un sprint, par exemple, où rien n'est gagné, tu sprints, tu vois que tu es premier, là, tu as la montée d'adrénaline. Quand tu fais de la longue distance et ce type d'aventure, tu l'as avant la ligne d'arrivée parce que tu sais que tu vas le faire et c'est des émotions qui sont merveilleuses. Donc toi, j'imagine que c'est à ce moment-là que tu l'as en disant, toutes ces années de travail, pour ça, maintenant, je profite, quoi. Exactement. Et malheureusement, c'est tellement éphémère. Oui, bah oui, oui, oui. Et c'est pour ça qu'on Voilà. revient, mais c'est pour ça qu'on refait ce Bah, type bien sûr, d'aventure. C'est pas forcément pour l'épreuve en elle-même, c'est pour revivre ce type d'émotion. bien sûr. Et du coup, là, voilà, l'émotion, elle est là. Et ce que je t'ai pas dit, et c'est la particularité de la course cette année, c'est qu'en fait, malheureusement, il y avait tellement du mauvais temps, il y avait tellement de pluie, il y avait tellement d'orage C'est en que haut de tu la pouvais pas montagne monter jusqu'en haut. ils ont fermé ils ont fermé, donc à ce cut-off là, en fait, C'était ils ont l'arrivée. fermé et c'était pas l'arrivée parce qu'ils veulent que tu finisses. Mais donc, en fait, tout le monde faisait la petite fin dont je te parlais, c'est-à-dire, tu refais les 4 dernières bornes. Mais c'était le même parcours que Ouais, ouais. le 161e et Ok. après faisaient. Et ça, du coup, c'est drôle parce que ça a été annoncé à l'équipe support au début de la course à pied. Et Et ils du t'ont coup, pas j'avais un dit. groupe WhatsApp avec Loïc et avec mon équipe support. Et j'ai revu après les conversations, parce que Le j'étais fil, dedans ouais. évidemment, Ouais. le fil, et dire est-ce qu'il faut lui dire ou pas? Alors ça, c'est la grande question. Et surtout, avec quel mot? Avec quel mot et qui? Est-ce qu'il faut lui dire oui, non? Oui, il faut lui dire ok. Alors, qui lui dit? Tu vois, qui lui dit ok? Et maintenant, avec quel mot? Ça, j'ai connu ça sur Race Across America où j'étais dans un état second avec la fatigue au bout de 8 jours, 9 jours, 10 jours de vélo. Bon, t'es plus toi-même, hein, très clairement, et t'as les nerfs qui sont vraiment à fleur de peau.
Eh bien, dans mon équipe, pour m'annoncer une décision comme quoi il allait pleuvoir pendant 48 heures, ils ont tiré au sort. Hein. Ils ont tiré au sort parce que personne ne voulait me l'annoncer parce qu'ils savaient que j'allais râler. Et ils ont tiré au sort la personne. Donc, je comprends parfaitement ce que tu viens de nous expliquer. Donc ils ont fait le choix de me le dire je crois sur la fin des genre au kilomètre 24 au kilomètre 26, tu vois. Il y a Marie qui m'a dit écoute, faut que je te dise, il y a une mauvaise nouvelle. Et c'est vrai que t'es déçu, mais t'es tellement dans ta course en fait que tu te Ouais, rends pas il compte faut sur y aller. le moment. C'est les mêmes conditions pour tout le monde. Ouais. Et puis moi, je t'avoue que je m'étais projeté. Mon but, c'était vraiment le t-shirt noir. C'était le Tu vois. t-shirt. Moi, dans ma tête, c'était 117. T'as toujours un peu l'objectif annoncé et puis ton petit Ouais. truc, ton petit objectif perso. Moi, j'avais fait un peu mes calculs, j'avais regardé, etc. Je me suis dit, si je fais 117, je suis content. Et donc, je m'étais fixé de me dire que je veux, c'est en tout cas avoir le t-shirt noir et je serais hyper content si je suis 117 à cette fameuse barrière. Donc, l'arrivée et l'émotion et le défi que je m'étais lancé, c'était plus ça parce qu'en fait, la course, elle s'arrête après ça. Elle s'arrête. Ouais. Il reste 4 bornes, tu peux continuer d'essayer de te donner comme un dingue pour encore gratter des places. Mais la course, elle s'arrête à ce fameux cut-off. Et pendant ces 4 kilomètres, il se passe quoi dans ta tête? Tu marches, tu cours, tu profites, tu accélères, tu ralentis. Qu'est-ce qui se passe? Sur les 4 derniers, Ouais. bah en fait, ce qui se passe, c'est que là, je suis 99e à la fameuse barrière. Et comme je suis bien, et comme je suis déçu de pas Tu donnes tout. arriver en haut, je donne tout. Donc, et en plus, ça redescend, si tu veux. En fait, tu redescends au 32e kilomètre. Ouais. Tu fais 32, 36, 36, 32. Et je donne tout, et je finis 96 au final. Et une fois la ligne d'arrivée franchie, les retrouver avec ton équipe, comment tu décompresses les minutes d'après, on va dire? Voilà, la ligne d'arrivée franchie, il se passe quoi? Bah, c'est un peu bizarre parce que c'est un mélange d'une émotion hyper forte de l'avoir fini, d'avoir partagé ça, de voir aussi que en fait ton équipe support ils sont aussi contents de toi, de ce qu'ils ont fait et ils sont hyper émus pour toi. Euh, et toi, bah t'as un peu le blues de dire ça y est quoi, C'est fini. c'est C'est fini, fini. Ouais. c'est fini et ça fait bah, en fait tu passes 6 ou 7 mois. C'est ça qui est beau dans ce genre de défi, c'est il n'y a pas une heure sans que tu te dises pas le 5 août 2023 où Ouais. je vais faire le Norseman, quoi, où je vais faire la Race Cross France Ouais, Long. ouais, ça s'arrête. Et, Ça s'arrête, la ligne et- d'arrivée franchie, tu passes des moments derrière, mais il n'y a plus la préparation, il n'y a plus l'anxiété qui est positive, hein, mais parce que préparer ce genre d'événement, le Norseman, ou toute épreuve de longue distance, sur quelque support que ce soit, c'est dans ta vie de tous les jours. C'est-à-dire que tu vas changer d'alimentation, donc ça va avoir un impact sur ton corps, ça va avoir un impact sur tes pensées, sur ta psychologie. Tu vas avoir une santé qui sera bien meilleure. Donc ça, préparer ce genre d'événement, c'est pas qu'une course, c'est que c'est un impact sur ta vie de tous les jours et aussi sur ta famille. Et effectivement, quand tu franchis une ligne d'arrivée, eh ben, c'est du passé. C'est-à-dire que c'est du passé. C'est des histoires qu'on se raconte aujourd'hui, mais c'est terminé. Et les jours d'après, parce que tu sais, si tu écoutes tes podcasts, tu sais que je parle de l'après, parce qu'il peut y avoir ce moment de blues, voire pour certains de dépression, hein, où bah, tu n'as plus d'objectif, tu sais plus pourquoi tu vas t'entraîner, tu sais plus ce que tu dois vraiment manger, ou tu peux te permettre des excès, est-ce que c'est important ou pas. Comment se sont passés les jours d'après? euh, en fait, je l'avais anticipé un peu parce que le jour d'après, quand j'avais fait l'Ironman, avait été un peu dur, comme pour toutes les raisons que tu décris. Et donc, j'avais prévu de faire 5 jours de vacances avec des potes. Et donc, je suis Pour rentré le lundi décompresser. soir. Je suis rentré le lundi soir de chez moi, et le lendemain matin, je partais pour 5 jours de vacances avec des potes. Pas du tout qui font du sport, tu vois, en mode vraiment vacances de potes, plage, pour profiter, Détente. décompresser sans exploser non plus. Bien Et sûr, bien sûr. du coup, j'ai pas eu le temps j'ai voulu me remettre tout de suite dans quelque chose d'autre. Et C'est plusieurs après mois la fin après. du mois d'août. Alors voilà, et plusieurs mois après. Bah, c'est un peu particulier en fait parce que tu vois, tu l'as décrit, mais moi, les 6 mois de préparation que j'ai eu, c'est un peu égoïste, mais c'est 6 mois exceptionnels que j'ai vécu, que tu vis avec toi-même. Comme tu dis, t'es en forme, t'es bien. J'ai Ouais, jamais eu autant carrément. d'énergie. Voilà, t'as une hygiène de vie qui est très saine, alors qui t'isole beaucoup. C'est difficile, hein, parce que Oui, c'est une quand parenthèse. C'est une voilà, c'est parenthèse. une vraie parenthèse de vie, mais c'est une parenthèse qui est un peu égoïste, mais qui est tellement jouissive pour toi en fait, et que les autres comprennent pas en plus. C'est ça qui est dur. Tu vois. Et c'est un peu ce que je dis, et c'est peut-être pour ça que moi j'ai l'impression d'être arrivé un peu au bout d'un cycle. C'est qu'en fait, si je veux faire plus, si je veux faire un meilleur résultat, si je veux plus m'entraîner, il faut que ma vie elle change.
je peux plus avoir cette vie professionnelle-là, je peux plus avoir cette vie sociale-là que j'apprécie tout autant que ma vie sportive, tu vois. Et j'en parlais avec un de mes potes, la Pierre-François, qui a préparé l'Ironman cette année aussi. Et en fait, on est un peu des fous d'essayer de faire les trois, tu vois, d'être bon dans ton boulot, d'être un bon mari, d'être bon socialement et d'être un bon sportif, tu vois. Et moi, je sais que la limite, c'est ça. La limite, c'est 10 heures d'entraînement par semaine. Et je peux pas, tu vois. Et un pro, c'est 30 ou plus, mais il y a plein d'autres gens qui arrivent à faire 15 ou 20. Je te dis pas que j'aimerais pas le faire, mais ça, dans ce cas-là, il faut que ma femme, elle se mette au triathlon, il faut que nos vacances, ça soit des vacances de camp d'entraînement, il faut que, voilà. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me plaît, c'est d'arriver à trouver cet équilibre entre les trois. Et du coup, d'avoir, c'est pour ça que je te disais, je fais l'ultra-distance un peu en intérim, c'est à certains moments de s'accorder cette parenthèse parce que je sais qu'elle est pas possible et j'en ai pas envie de manière quotidienne. Et elle serait peut-être moins belle d'ailleurs, tu vois, si ça devenait une forme de routine, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant tout ce que tu nous partages parce que beaucoup, j'allais dire franchissent cette limite, en tout cas beaucoup n'arrivent pas à trouver cet équilibre et se perdent un petit peu dans les endorphines que tout ça apporte, c'est-à-dire que veulent rester dans cette zone-là, n'ont pas la prise de recul de faire le zoom out et en fait de voir que là c'est totalement déséquilibré en fait. Ne faire que ça et délaisser l'aspect social, délaisser la famille, délaisser le travail, c'est un énorme risque. Et on a tous des exemples sur ça, mais c'est très très difficile de trouver le bon équilibre et d'avoir cette prise de recul parce que c'est tellement, comme tu l'as dit, on est en bonne santé, on se sent bien, on fait du sport, on est à l'extérieur, on a cette sensation de liberté. Et il faut vraiment soit être bien entouré, soit avoir une prise de recul très très importante pour justement ne pas tomber dans le piège de basculer de l'autre côté et de se perdre en fait dans quelque chose qui c'est pas ce qui va permettre en tout cas d'avoir une vie équilibrée. Et alors une fois qu'on a fait ça, Jean, c'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ? Bah, la suite, c'est de faire une petite pause sur la longue distance. Ça c'est certain. Aussi parce que je m'y suis engagé et puis que j'avais pas envie non plus. Tu vois, si on revient sur cet équilibre, j'ai pas envie en 2024 de me remettre un gros projet comme ça. Mais tu veux, moi, à chaque fois, je me dis que cet objectif que je me fixe, que ce soit l'Ironman il y a 4 ans ou le Norseman, c'est un peu une opportunité de progresser sur des sujets qui vont me servir par la suite. Tu vois, la science de l'entraînement pour éviter de me blesser, la nutrition. Sinon, pour moi, c'est un peu du gâchis, tu vois, de faire 10 heures de sport par semaine, de faire le hamster, tu vois, dans sans une roue, comprendre. sans comprendre, etc. Donc, il y a plein de choses qui me restent, tu vois. On a parlé de la nutrition, on a parlé du plan d'entraînement, et j'ai envie de progresser sur certaines choses, tu vois. Donc là, je me dis, je me blesse plus en course à pied, donc je vais aller chercher peut-être quelque chose d'autre, quelque chose qui est moins contraignant, et j'aimerais bien faire un très bon résultat sur marathon. J'ai jamais fait de marathon autre que sur un triathlon format Ironman. Donc te concentrer sur ce format-là, effectivement. Et du coup, j'ai gardé Loïc parce que voilà, on a développé vraiment une vraie belle relation et j'aime cette notion de coaching. Moi, mon activité professionnelle, c'est de la formation et donc je sais vraiment ce qu'apporte un coach, que ce soit un coach sportif, un coach de vie, un coach de développement personnel. Donc, je trouve un équilibre aussi dans cette relation avec Loïc. Et donc là, on s'est encore fixé des règles de se dire combien de fois par semaine tu veux t'entraîner. La course à pied, c'est quand même beaucoup moins long. Tu as juste à prendre tes baskets et puis tu fais rarement des sorties beaucoup plus longues d'1 heure et demie. Et donc, sur 2024, peut-être faire un résultat sur marathon. Et puis, peut-être sur les 2-3 prochaines années, faire d'autres défis. J'ai des milliards de choses que j'ai envie de faire qui sont peut-être moins prenantes. Et le temps venu, serait accordé une belle parenthèse. Mais des aventures longue distance ou ultra, que ce soit en triathlon ou ailleurs, il y en a plein, en fait. Ce que j'allais dire, tu peux trouver ton bonheur. Je ne saurais pas te dire, voilà. Et puis, j'ai pas envie de me projeter non plus. Mais place au repos, il faut le temps aussi d'analyser, parce que là, on est quelques semaines, quelques mois après ce que tu viens de réaliser. Ça, tu sais, parfois, certains sportifs mettent des années à réaliser la performance qu'ils ont fait. Et, ça se fait pas non plus comme ça du jour au lendemain. Il faut prendre le temps aussi de reposer. On l'oublie parfois trop souvent. Qu'entre chaque événement ou aventure ou autre, il y a le temps du repos et la place au repos. On le néglige trop souvent, mais c'est très très important. En tout cas, un grand merci et bravo pour cette aventure, un grand merci pour ce partage. Et quels seraient les derniers mots que tu auras envie de partager avec les auditeurs du podcast, Jean ?
Écoute, je n'avais pas réfléchi pourtant. J'en ai écouté tes podcasts. Je sais pas. Bah, peut-être que chacun de tes auditeurs, je sais pas, à leur niveau ou à leurs ambitions, trouve cette forme d'équilibre dans ces objectifs qui se fixent et d'arriver à ce que un projet personnel ne devienne pas forcément une contrainte pour les autres. Je dis pas que j'ai réussi, mais en tout cas y être attentif. Parce que du coup, ça en rend, je pense, la performance, l'effort ou le moment encore plus beau. Et c'est ça que j'ai découvert sur cette course-là. Ouais, clairement, je suis en phase, ouais. Le fait de partager avec d'autres gens. Donc, c'est peut-être ça que, pour moi, en tout cas, ma quête. Et j'y trouve beaucoup de satisfaction. Et j'espère que d'autres la trouveront aussi. Bah écoute, bravo, j'adhère totalement à ces derniers mots. En tout cas, ça a beaucoup de sens. Un grand merci pour toi, Jean. Et puis, écoute... pourquoi pas, dans quelques années, sur une nouvelle épreuve Race Cross, parce que Race Cross France, quand on s'était vu, il n'y avait que Race Cross France. Depuis, il y en a un peu plus. Race Cross Series, c'est ce qu'on a lancé, c'est ce qu'on a annoncé il y a quelques jours maintenant. Donc, un grand merci à toi. Et puis, écoute, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci, Jean. Avec plaisir. Merci, Arnaud. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.